19h-20h, le magasin central de Pierre Ciankowski, c'est sur le Move. Un livre, un disque, un film, la guerre, la Russie, la peur de manquer, de la house filtrée, des filles, des garçons et la guerre encore une fois. Bienvenue dans le magasin central. Ce soir, nous recevons Don Rimini qui viendra nous parler de son dernier EP FOMO, Fear of Missing Out. Ça va le Don ? Ça va très bien. Nous recevons aussi Arthur Larue qui viendra nous parler de son roman Partir en guerre aux éditions Alia, un roman qui nous parle d'un étrange groupe d'activistes russes. Bonsoir Arthur. Bonsoir. Avec nous également David Sfez et Nicolas Guyonnet qui ont mis leurs plus beaux habits. Présent. Le magasin central de Pierre Ciankowski, livré à domicile de 19h à 20h. Magasin central qui commence en musique avec Don Rimini bien sûr, The Future is Ours. I say the future is ours! I say the future is ours! Now look, what we have here before. We've got the Saracens sitting next to the Jones Street Boys. We've got the Moon Runners right by the Van Cortlandt Rangers. Can you dig it? Can you
future is ours. Don Rimini dans le magasin central avec The Future is Ours. 19h-20h, le magasin central de Pierre Ciankowski sur le Move. Sur le Move avec ce soir deux invités, comme d'habitude, Xavier Gassman alias Don Rimini qui nous parlera de son dernier EP qui s'appelle FOMO, Fear of Missing Out. Vous nous expliquerez ce que ça veut dire, Xavier. Et Arthur Larue qui viendra lui nous parler de Partir en guerre, un roman qui se passe à Saint-Pétersbourg et dans lequel on rencontre notamment des activistes russes qui ressemblent étrangement au groupe Voïna. On en reparlera tout à l'heure. Arthur, merci d'être avec nous. Don Rimini, je vous voyais un petit peu bouger. Ça vous a interpellé? Non, on m'a envoyé déjà les morceaux en fait, et celui que vous avez passé, c'était celui que je préférais en fait. Quoi. Ouais. Vous sortez un peu en boîte, Arthur? Non, pas trop quoi. Je suis pas très marrant là-dessus. Non, je sors très peu quoi. Enfin en boîte en tout cas, ça me. Bon, va falloir s'y mettre. Vous Ok, inquiétez pas. ok. Après une demi-heure avec Xavier, vous allez y filer direct. Xavier Gassman, ça faisait depuis 2010 qu'on n'avait pas de nouvelles de vous sur disque. Est-ce qu'on dit encore sur disque? Il n'y avait pas de prod de vous. Il y avait eu un disque de remix. Entre-temps, il y avait eu un premier EP, donc c'était 2007, Time to Panic, Absolutely Rad, Kick and Run. Et là, c'est votre quatrième, FOMO, Fear of Missing Out, qui succède, donc c'est cinquième qui succède à Enlarged Parties. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 années? Vous étiez très occupé à tourner, je crois. Oui, effectivement, j'étais très occupé à tourner. En fait, j'ai monté mon projet live et du coup, ça m'a pris beaucoup de temps pour la préparation, la préparation du live, qui est un immense live fait pour les festivals en fait. J'utilise une machine qui est incroyable, un contrôleur tactile qui ressemble un peu à un iPad géant, un peu comme dans Minority Report. Et je suis tout seul sur scène. C'est très futuriste. C'est très futuriste, ouais. J'avais jamais vu ça dans d'autres lives, donc du coup, je suis assez content d'utiliser ça. Et c'est très visuel, donc. Et je suis perché à 3 mètres à peu près de hauteur derrière deux grands murs de LED qui représentent un monolithe. Un monolithe, étrange choix. Et ces mois de tournée, j'allais dire ces années presque, ces 2 années de tournée, vous avez un petit peu éloigné de la prod, des studios, vous y pensiez, vous y reveniez par intermittence, vous étiez titillé par des sons. Comment ça s'est passé? Vous êtes revenu un jour brutalement devant votre ordi, vous avez dit ça y est, c'est parti, on y va, ou ça a commencé par petites touches? En fait, ça a été difficile de concilier les deux justement, parce que j'avais effectivement beaucoup de travail sur le live. J'ai remanié tous mes morceaux, j'ai dû faire des nouveaux morceaux. Et à l'occasion justement de tout ce travail sur le live, j'ai réalisé un morceau qui était plus dans une tendance house. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas continuer sur cette lancée? Et j'ai produit 2 autres morceaux qui étaient aussi dans la même veine. Et c'est mon petit hommage, mon humble hommage à la musique que j'écoutais quand j'étais un peu plus jeune, à savoir la house de Chicago ou la French Touch, comme on disait, avec les labels Roulé ou les labels Cri d'amour. Roulé qui était le label de Thomas Bangalter et Cri d'amour qui était celui de l'autre Daft Punk, Guy Manuel de Au Même Christo. Justement, quand vous avez décidé de rendre hommage, entre guillemets, à ces 2 labels, est-ce que vous avez été fouillé un petit peu dans votre catalogue de vinyle? Est-ce que vous êtes mis tranquillement sur le canapé? Est-ce que vous avez commencé à repasser justement ces morceaux de Roulé, de Cri d'amour? Ça s'est passé comment en fait? Comment c'est arrivé jusqu'à vous? Parce que en fait, un peu égoïstement, c'est ce que je voulais entendre, c'est sur la musique que je voulais danser. Enfin, c'est la musique sur laquelle je voulais danser. Donc du coup, j'ai produit égoïstement la musique sur laquelle je voulais danser. Et si les autres le font pas, je vais le faire moi-même. Exactement. Voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et du coup, effectivement, j'ai ressorti tous mes vieux disques et j'ai écouté pour m'imprégner un peu de cet esprit. Mais après, ça reste bien sûr du Don Rimini 100%. Ouais. Et j'ai ajouté. Il y a quand même la patate de Don Rimini derrière. Celle-là, vous la faites pas envoyer. Non,
Exactement. Et alors, quand on parle justement d'hommage à une musique qui elle-même rendait déjà hommage à une musique, puisque Cris d'amour, Roulé, c'est des samples de funk énormément des années 70, de toute cette musique, de la disco beaucoup. Comment ça se passe en fait? Est-ce qu'on est dans une espèce de mise en abîme, de la mise en abîme? Est-ce que c'est facile de trouver une porte de sortie dans cette configuration un peu étrange? Ah, moi, ça me va très bien cette mise en abîme. De toute façon, je pense que tous les accords du monde ont été joués aujourd'hui. C'est vrai. Donc maintenant, on n'inventera pas un nouvel accord incroyable ou une nouvelle mélodie incroyable. Je pense que tout a déjà été fait. Donc pourquoi pas reprendre des choses qui ont déjà été samplées et resamplées et la mettre à sa propre sauce. Ouais. On a aussi le sentiment que quand on écoute cette musique, c'est une musique qui accueille plus facilement les filles que les garçons sur le dance floor. On a l'impression que vous en aviez un peu assez de la testostérone, des gars qui lèvent les poings très haut, qui hurlent. Vous aviez envie de voir des filles danser. C'était une bonne occasion de mettre en place ce genre de retour un peu féminin. Exactement, je l'ai fait pour ça en fait. pour être tout à fait franc, c'est vrai que j'avais besoin d'enlever un peu cette violence qu'il y a. C'est des gars qui font la course justement à l'énergie, voire à ce qu'on appelle la tabasse entre guillemets, aux muscles, à la testostérone et courir plutôt vers un truc plutôt sexy et justement ramener les filles sur le dance floor et danser avec vos jambes. Ouais. Moi, ça me fait penser aussi quand j'écoute ces morceaux à Armand Van Helden aussi, à ces mecs qui avaient justement des morceaux très groove, très filtrés, où on attendait la montée très longtemps. On pouvait rester sur le dance floor comme ça avec le bras qui monte tout doucement, et puis ça monte à une vitesse finalement assez lente, et c'est assez sensuel de voir ça, non? Ah, c'est ça, c'est Armand Van Helden, c'est DJ Sneak, c'est toutes ces personnes qui ont été aussi des personnes dont Daft Punk revendique le son. Et oui, c'est ces personnes-là c'est très proche de ce que j'ai fait là. Ouais. Et comment ça marche quand on rend hommage comme ça une espèce de génération d'artistes? Est-ce qu'on se retrouve sur des Wikipédia à dire ouais, il y avait ça, il y avait ce truc? Est-ce qu'on retrouve des pépites comme ça, des morceaux qu'on avait oubliés? Comment est-ce que vous avez mené vos recherches? Vous aviez les vinyles ou alors ça a été une traque sur internet pour retrouver toute la collecte? Alors j'avais beaucoup de vinyles, mais après je me suis intéressé puisque j'avais pas tous les vinyles des collections, même des labels comme Fiat Lux aussi, Fiat Lux, exactement, ouais. qui ont bien participé à cette époque-là au mouvement House Filtré. Et du coup, j'ai fait mes petites recherches parce que j'ai pas tous les vinyles et je voulais écouter des sons nouveaux aussi pour mes mix, par exemple, aussi pour pouvoir intercaler aussi des jolis petits souvenirs qui c'est des morceaux que vous jouiez beaucoup dans vos mix, ça, et oui, ils sont un peu ils ont un peu fait leur retour dans les mix ou ils étaient très présents. Ils ont clairement fait leur retour dans mes mix, mais avant j'en mixais un tout petit peu, mais en tout cas là beaucoup plus, puisque là c'est ce que je veux entendre, donc du coup, et puis je suis ravi de faire partager ces morceaux que peut-être des jeunes de notre génération ne connaissent pas, enfin des jeunes de cette génération ne connaissent pas. Le public, il a réagi comment, Don Rémy, parce que le EP est sorti à la fin de l'année dernière. Ça a été quoi les premiers tours? Ça a été génial, on a découvert des tas de trucs, ou simplement les fans le prennent au premier degré et la seule envie c'est de se retrouver sur un dance floor? Non, je pense qu'il y a un peu des deux. Les fans de la première heure sont pas déçus puisque je garde l'énergie qu'il y avait dans les autres dans les précédents maxi, et je pense qu'il y a eu quelques personnes qui ont été surprises un petit peu par ce changement, puisque c'est un maxi clairement house avec 3 titres vraiment identifiés house, mais sur le précédent j'avais déjà annoncé un petit peu la couleur avec le morceau par exemple Whatever. Exactement. Qui était aussi clairement house Chicago avec des voix un peu salaces. Ouais, qui était une voix d'un artiste français d'ailleurs qui s'appelle Sly. Non, Silver Jones. Jones, pardon, je m'étais trompé, excusez-moi. Je voulais savoir, Don Rémy, quand vous avez sorti ce nouvel EP, est-ce que vous vous êtes dit, est-ce que ce serait pas le moment de lancer un album? C'est la question que je vous pose toujours. Mais est-ce que finalement vous avez trouvé votre vitesse de croisière avec ces EP, et est-ce que l'album c'est quelque chose qui vous intéresse encore? Est-ce que c'est pas oublié cette idée? Non, mais pour l'instant, enfin c'est vrai qu'on me la pose beaucoup cette question en fait pour l'album, mais je suis très très bien avec le format maxi, le format quelques titres, et
Alors je sais pas si c'est le futur ou pas, mais en tout cas moi je suis très très bien avec un format 3, 4 titres et sans Ça plus. permet de sortir des choses plus facilement, sans avoir forcément à respecter des dates, des contrats. On peut arriver et balancer ces morceaux comme ça. Exactement, et puis il ne faut pas souplesse. le morceau radio, le morceau pour les filles, le pour slow les BO. ou pour les BO, voilà. Et du coup même pour moi, vu la musique que je produis qui est plutôt de la musique de club, je vois pas vraiment l'intérêt ou l'utilité en tout cas de regrouper tous mes morceaux et le mettre sous un format album. Dans un opus, des morceaux club, quoi. Alors on va écouter un nouvel extrait de FOMO, le morceau titre s'appelle FOMO, Fear of Missing Out, et vous nous expliquerez juste après ce que ça veut dire. Vous devriez voir David Fez bouger comme un petit cabri. C'était Don Remini avec Fear of Missing Out dans le magasin central. Le Move, 19h-20h, magasin central. Vous avez vu Xavier, ça c'est du générique. Alors Fear of Missing Out, ça veut dire peur de manquer les soirées. J'ai entendu dire que c'était une trouille de ne pas être à la bonne soirée. Expliquez-nous un petit peu, Xavier. C'est ça, Fear of Missing Out, donc FOMO, c'est une appellation qui a été inventée par les Américains, qui est en fait la peur, l'angoisse de manquer la soirée, l'événement, le truc qu'il faut pas manquer. C'est donc cette peur, cette angoisse qu'ont traduit les Américains, le syndrome compulsif qui s'appellerait le FOMO. C'est-à-dire qu'on peut être par exemple dans une soirée et dire j'ai un FOMO, je suis en train de manquer la pure soirée qui se passe ailleurs, au Fuse de Bruxelles par exemple. Exactement, c'est ça. D'accord.
Et vous, ça vous a interpellé parce que ça vous est déjà arrivé quelque part de vous dire je suis pas au bon endroit, je me suis trompé ou je passe pas le bon disque. Pourquoi ça vous a interpellé comme ça? Parce que je trouvais ça plutôt assez marrant, assez rigolo que les Américains aient trouvé un mot pour décrire cette situation. Et parce que moi aussi, bien sûr, je suis victime du FOMO. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde, on est tous un petit peu victime du FOMO. Avant, on avait le choix. Maintenant, on n'a plus le choix. C'est dommage. Il fallait être là. Surtout à Paris. Arthur Larue, est-ce que vous êtes victime du FOMO de temps en temps? Non, Saint-Pétersbourg est pas tellement une ville d'animation. Il y a des clubs quand même un petit peu, non? Ouais, non, c'est pas tellement enfin, c'est pas ce qu'il y a vraiment d'intéressant, quoi. Je sais pas si, par exemple, tu connais Vous avez déjà joué à Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg, Xavier? Non, je connais que Proxy qui vient de Russie, mais je sais pas s'il vient de Saint-Pétersbourg. Vous avez jamais joué à Moscou? Pas encore. Pas encore. C'est un terrain de jeu qui vous intéresse? Ça serait plutôt rigolo, oui. Ouais, il y a des super clubs à Moscou, hein. C'est cool ça. Ça j'ai été ça. Vous encouragez Don Rémini à venir à Moscou? Je connais même une fille qui arrive à Paris là, qui s'appelle Jenny, qui gère le club le plus cool de Moscou, qui arrive là. Ouais. Voilà, on va donner les contacts de Jenny à Xavier. Je passe la parole à Nicolas Guionnet qui a une question. C'est pas tous les jours. Et oui, je voulais savoir, vous revenez à la house music des années 90. Est-ce que vous êtes aussi revenu au matériel des années 90? Alors ça peut se faire, je sais pas moi, vers les MPC 2000, 3000, ces espèces d'antiquité de l'électronique, peut-être une banane aussi, un kawaii peut-être, ou d'une chevignon. Ouais. Eh ben non. Merci Don Rémini, c'était sympa. Non, mais effectivement, en fait, je me suis beaucoup inspiré de cette musique. Et cette musique, c'est quoi en fait? C'est beaucoup de samples. Ouais. Et ça a été clairement fait à base de ça. Il y a quelques pianos, quelques violons par-ci par-là, mais il n'y a pas de synthé qui est prédominant dans ce genre de musique. C'est vraiment les samples. Donc, j'ai utilisé des samples. Est-ce que vous êtes allé chercher les mêmes samples que d'autres personnes avaient utilisés dans les années 90? C'est-à-dire vraiment pousser l'hommage au bout, ou vous êtes allé chercher d'autres samples? Non, j'ai pas été jusqu'à là ressampler du Daft Punk ou ressampler des choses comme ça, non. D'accord. On va donner la parole et on va laisser la parole à Nicolas Guionnet qui va nous faire son excellente chronique et nous parler du journal Gonzaï. Alors, messieurs, par quoi désirez-vous commencer? Poulet froid, pâté de foie gras aux truffes du Périgord ou maquereau mariné du Capitaine Cook? Super jingle, Nicolas. Merci, super, j'en suis fier, j'en parle à mes amis. Et justement, cette semaine, les amis, on va chez Fargo, un disquaire parisien que Pierre connaît très bien. De Fargo. Très bien. Exactement, bien Fargo. Ouais. Un très joli film des frères Cohen aussi. Exactement. Où j'ai rencontré Steve Buscemi. Il est pas mal, Steve Buscemi. Boardwalk Empire, c'est pas très gentil. Il jouait dans Reservoir Dogs aussi. Et donc là-bas, à Fargo, j'ai rencontré les journalistes de Gonzaï. Génial. C'est un site d'actu Gonzo, ça m'a fait mon week-end, créé en 2007. Et depuis le 15 janvier, c'est aussi un magazine papier. Alors, au sommaire du premier numéro, 24 heures avec Rachita, ne dites rien, on va c'est loin. On va en parler, ne vous inquiétez pas. La story du Muppet Show, parce que tout le monde a grandi avec le Muppet Show, sauf les trop jeunes. Chassol le génie, ici on connaît très bien, on l'avait déjà reçu, pianiste de génie. Ouais. Le chef opérateur de Gaspard Noé et d'Harmonie Corinne. Alors Gonzaï Magazine, pourquoi, comment, explication. Reportage. Des sujets qui méritent qu'on s'y attarde et qu'on y consacre du temps, et d'autres sujets, là je parle de personnes, qui méritent absolument juste qu'on leur pisse dessus en fait. Et je trouve que c'est l'équilibre des deux qui fait que Gonzaï peut à la fois autant plaire que donner envie de gerber en fait. Je suis Bester, je gère le site et le magazine Gonzaï en tant que rédacteur. Chez Gonzaï, il y a deux écoles. Il y a ceux qui pensent que lorsqu'on n'aime pas, on n'en parle pas, que je respecte. Et puis il y a mon école, quand on n'aime pas, on le dit en fait. Et je trouve que les deux cohabitent assez bien. L'idée n'est pas de faire des papiers polémiques où il y a 1500 commentaires, mais c'est juste de dire ce qu'on pense à un moment M ou un moment T, je sais pas comment on dit, et de se défouler en fait. Pour moi, c'est aussi censé être un défouloir et c'est aussi rendre justice, mais rendre justice à notre propre tribunal. D'ailleurs, au début, on faisait beaucoup ça, c'est qu'il y avait cette idée de punir les menteurs en fait. Quand je dis ça, ça veut dire juste, il y a des gens qui en effet ont beaucoup d'expositions, sont très estimés par plein de gens différents, etc. et qui peut-être, nous on pense, ont une place qui est surévaluée. Je suis Thomas Florin, je suis co-créateur du site gonzaï.com. Seul le détail compte en fait, c'était une super punchline qu'on a trouvée au tout départ, mais qui faisait écho en fait à un épisode de Seinfeld en fait des années 90. C'était l'art d'arriver à faire un épisode sur à peu près rien, c'est-à-dire que c'est la base de Seinfeld en fait, c'est 25 minutes sur rien en fait, a show about nothing. Mais c'était une façon d'arriver à nous catégoriser sans trop en dire en fait. C'est vachement plus précis avec le magazine, avec des faits, des frics, du fun.
Là, c'est un peu plus précis par contre. C'est sûr que quand on pense à presse de contre-culture en France, le grand historique, c'était Actuel. Mais je pense pourquoi Actuel, c'est parce que ça ne parle pas que de musique, ça ne parle pas que de culture. On a aussi la volonté d'aller faire des reportages, de vouloir aller sur le terrain, ce que Actuel faisait extrêmement bien. Moi, j'ai jamais vraiment lu Actuel, c'est pas mon époque, c'est pas ma génération, mais c'est juste le truc de aller contre la promo. Tout ce qu'on nous vend comme étant du rêve qui en fait n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, un artiste donne une interview, je parle en musique, c'est souvent un paquet de conneries en fait. Et quand c'est pas lui qui raconte des conneries, c'est les journalistes qui en fait des tonnes pour arriver à vendre son papier. Et ça donne une réalité qui est complètement biaisée en fait. Et donc les faits, c'est revenir à des choses essentielles de gens qui ont un truc à raconter mais qui n'ont rien à vendre. Et puis il y a quand même des prises de risque parce que je sais pas qui est le rédacteur en chef qui a osé envoyer un journaliste passer 24 heures avec Rachita. Je crois que 24 heures avec Rachita, ça vaut un mois en Syrie, non ? Ouais, non, bah, c'est Bibi c'est moi qui l'ai envoyé. Et en fait, l'idée de cette rubrique 24 heures avec, c'est le World Guinness Book du record de l'interview la plus longue du monde, tous les 2 mois en fait. Et arriver à tenir 24 heures avec quelqu'un. Sur le papier, moi, ça me faisait marrer. Et je me suis dit, qui va être assez fou pour accepter en fait. Donc en l'occurrence, on a envoyé quelqu'un de l'équipe qui s'appelle Bastien Truchot, qui est quelqu'un de très très doué. Et au fur et à mesure de l'interview, je faisais des points avec lui au téléphone ou par SMS, savoir où il en était. Oui, toujours avec lui. Oui, on est dans un bar africain. Oui, on est chez... Voilà, et ça a duré 24 heures. Et c'est une sorte de challenge en fait. À la limite, le papier est plus intéressant pour suivre le journaliste que pour suivre l'artiste en fait. Savoir s'il n'y a pas à se faire foutre avec des coups de pied au cul à la fin quoi. Il y a quand même des actualités dans le magazine. Vous avez fait un article, un dossier sur Chassol, pianiste, qui a sorti X Piano l'an dernier, donc en 2012, sur le label Tricatel de Bertrand Burgala. Je trouve que c'est le plus beau moment, le meilleur moment d'une carrière de musicien, mais ça c'est égoïste parce que c'est d'un point de vue journaliste, mais c'est ce moment où tout commence à se faire en fait, où il a encore rien à vendre justement, et l'histoire est en train de se faire et on sent le déclic où ça va partir en fait, comme un pétard. Et ben c'est ce moment-là que je préfère. Après, quand au 2e, 3e album, 4e album, après c'est un syndrome de M. Moi j'aimais bien M au départ, sauf que M c'est devenu une industrie en fait. Au départ c'était émouvant parce que c'était les débuts, c'est un peu comme un flirt. Il y a le flirt puis après on baise quoi. Ben voilà, le flirt est intéressant. Et après ce truc-là, c'est pareil pour le magazine Konzai. Si ça marche super bien et qu'on est encore là dans 10 ans, les gens préféreront les débuts parce qu'il y avait un truc en plus. Et c'est ces débuts-là qui sont intéressants chez ces musiciens. Et s'il aime bien M, c'est son problème. Allez-y Nicolas. Mais oui, c'est son problème. Écoutez, Gonzai Magazine est disponible depuis le 15 janvier sur son site internet. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site de l'inventaire du Move et j'ai même mis un petit supplément à ce reportage. Voilà, Rachita, 24 heures, fallait le faire quand même. Merci Nicolas, c'était excellent comme d'habitude. Don Rimini, Internet justement, pour vous c'est une mine d'or j'imagine. C'est un endroit qui a changé votre vie en tant que DJ, producteur. Internet, c'est un peu Dieu. Puisque quand tu as une question à poser, si tu ne trouves pas la réponse, tu vas sur Internet et Dieu a la réponse. C'est-à-dire, ça a été Dieu aussi dans votre culture musicale, ça vous a permis d'aller encore plus loin dans la connaissance de la musique, d'approfondir. Effectivement, j'ai pu découvrir des histoires ou des morceaux ou des images, des photos d'artistes ou même de plein de choses sur Internet. Enfin, on trouve tout, quoi. Donc c'est parfait. Qu'est-ce qu'il faut écouter aujourd'hui, Xavier? Parce que je sais que vous êtes très pointu sur l'actualité musicale. Vous êtes un de ceux qui connaît le mieux la musique dans tous les genres, que ce soit hip-hop, électro ou rock. C'est quoi les morceaux que vous recommandez aux auditeurs du Move aujourd'hui? Alors, je recommanderais des artistes comme Disclosure, Julio Bashmore et des artistes hip-hop aussi qui sont à sa Kendrick Lamar, Rudimental aussi, un groupe anglais. Plein de choses comme ça. Vous êtes très éclectique. Est-ce que les autres DJ comprennent toujours ce que vous faites? C'est vrai que dans vos sets, on passe du hip-hop à l'électro, il y a du rock aussi. Est-ce que les autres DJ comprennent ça, eux qui sont souvent très pointus dans un domaine, qui creusent un sillon à fond, et vous avez ce côté justement anti-sillon. Vous arrivez souvent avec une volonté de balayer très large. Est-ce qu'ils comprennent toujours ce que vous faites? Alors moi, pour avoir discuté avec quelques DJ, pas avec tout le monde, mais en gros, ils sont à peu près pareils que moi. Ils écoutent la même musique que moi. Ils écoutent aussi bien du hip-hop que du rock. Mais ils la passent pas. Mais ils la passent pas. Voilà, c'est là où est la différence en fait. Et pourquoi? Parce qu'il y a besoin aujourd'hui d'avoir un style, un genre, d'être répertorié. Alors peut-être. Moi, j'ai pas envie d'être dans une case justement, et j'ai pas envie ce maxi, c'est une parenthèse dans ma carrière. C'est un maxi house parce que je l'ai fait à ce moment-là. Mais le prochain maxi sera carrément différent. Donc
Voilà, enfin c'est moi en tout cas pour ma part, c'est je marche au feeling, à mes sentiments et égoïstement, voilà, je fais la musique que j'ai envie de faire sur le moment. Ouais, et c'est-à-dire que le prochain maxi, c'est dans 2 ans. Alors, faudra attendre 2 ans comme d'habitude. Non, je suis déjà en train de travailler en fait sur le prochain maxi. Et puis j'ai aussi quelques collaborations. Je pense que 2013, ça va être l'année des collaborations. C'est vrai. Avec qui par exemple, est-ce qu'on peut en parler? Ah oui. Non, on peut pas en parler. Non. C'est con. Non, on peut. Mais j'ai deux trois personnes à qui j'envoie des bouts de morceaux, ou on m'envoie des bouts de morceaux. Et pareil, je suis en train de travailler sur pas mal d'autres trucs. Et qui sont peut-être un peu plus techno, ou enfin il y a plein de choses, des trucs un peu plus pop, plein de choses. La scène, vous prenez toujours énormément de plaisir à voir des milliers de personnes devenir complètement dingues devant vos platines. Je sais que vous adorez, je vous ai vu des fois exulter devant les platines. Est-ce que c'est toujours l'endroit qui vous fait le plus, entre guillemets, kiffer, comme disent les jeunes? Toujours. Non, vraiment toujours. De toute façon, si ça ne me convenait plus, si je ne prenais plus de plaisir à jouer, soit en live ou en DJ, je pense que j'aurais déjà arrêté. Ouais. Et là, il y a une nouvelle en plus. Je suis en plein dans le live. C'est une nouvelle expérience. C'est mon tout premier live de toute ma vie. Et du coup, je suis encore plus enthousiaste. Don Rémini, Xavier Gassman, est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui pour un DJ de se construire sa propre structure pour un live? On sait que Daft Punk arrive avec une pyramide. Étienne de Crécy a lui construit un cube qui ressemble un petit peu à l'Académie des Neufs. Vous, est-ce que vous aviez besoin de créer justement cette enveloppe qui permettrait de donner une autre personnalité à votre live? Est-ce que c'était nécessaire d'avoir ça plutôt que d'être simplement derrière 2 platines? Alors c'était pas nécessaire, mais l'envie du live est venue vraiment de là en fait. Je voulais pas, j'avais le choix en fait pour les lives électro, j'avais plusieurs possibilités effectivement, prendre un laptop et un contrôleur et me mettre devant la foule et jouer avec mon laptop et faire mon contrôleur. Faire le cake pendant 45 minutes. Voilà, mais je me voyais pas faire ça du tout. Rejouer mes morceaux avec un band, avec un guitariste, avec un bassiste et avec un batteur. Et un batteur, surtout. Oui, effectivement. Des morceaux comme Let Me Back Up, voilà, rejouer à la guitare. Je voyais absolument pas ça non plus pour moi. Et il y avait encore l'autre possibilité, c'était d'avoir une ribambelle de synthé autour de moi et de jouer un peu comme Jean-Michel Jarre. Ouais. Et c'était pas cool. Ça tenait pas non plus. Donc je suis arrivé en fait. Enfin j'ai découvert. Je suis tombé presque par hasard sur cette machine qui était dédiée d'abord sur cette machine qui est une dalle tactile en fait, qui était dédiée d'abord aux DJ. Les DJ pouvaient jouer en fait sur cette machine. J'ai attendu un petit peu plus de temps pour que le logiciel sur lequel je travaille soit développé pour pouvoir jouer avec cette machine. Et du coup, j'avais cette machine, c'était cool, tout se passait bien, mais ça habillait pas vraiment une scène. Hein. Ouais. C'était joli, c'était futuriste, ça me plaisait. Et personne qui. Et votre musique, elle a besoin d'être habillée quand même. Elle peut pas se trimballer comme ça en string. Voilà, c'est un peu ça. Et j'avoue que moi, j'aime bien voir en festival des choses qui se passent sur scène. Des lives comme les Chemical ou même comme vous avez cité tout à l'heure Daft Punk ou de Crécy ou de Crécy, je trouve que c'est vraiment plus cool d'associer l'audiovisuel, l'audio et le visuel justement. Don Rémini, Xavier Gassman, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle la sortie de votre EP FOMO, Fear of Missing Out. Vous serez le 16 février au Gala de Lycenne à Brest et le 23 février au D-Club de Lausanne. Je sais que vous aimez beaucoup la Suisse. Ils vont se régaler avec vous, le Don. On va écouter tout de suite Akhenaton qui revient avec son groupe IAM. Ça s'appelle Les Cons Akhenaton qui sera tout à l'heure à la suite du magasin central avec Tu le sais. On écoute. Si tous les cons volaient, la planète piquerait pas sa crise. Le Bangladesh connaîtrait pas la même fin qu'Atlantis. Les humains en Afrique seraient plus gros que des graineries. Pourquoi tu ris? Je le dis comme ça pour être sûr d'être compris. Tout le monde aurait un lit, nul besoin de dormir sous le pare-brise. Beaucoup de nos jeunes lions n'auraient pas fini par teaser. Tout le monde aurait sa chance sans savoir à baptiser. Moins fragilisé, beaucoup ne penseraient pas se volatiliser. Ouais. Si les cons volaient, je serais sur Seasons, fleurs au fusil. Pour les shooter par dizaines, pas besoin d'usine. Une seule arme
la misère. Fermer l'usine, poser des bombes sourdes dans les viscères. C'est vrai, les cons votent tous azimuts, mais nos raps sont l'embout sur la bouche des nazis. Chute des nazes à particules qui dans un but dégueulasse les gènes manipulent. Vaccin anti-con, branchez-les tous pour la piqûre. Le grand usine aurait cessé de tout polluer, et nous on serait pas obligés le soir de trier les déchets. Aucune couche à préserver. Si tous les cons volaient, ils pleuvraient des rires à couvrir les sommets les plus élevés. S'il y avait rien, on n'irait pas le chercher ailleurs. Y en aurait pas besoin, nos lendemains seraient forcément meilleurs. Je sais, je rêve, seulement les cons ils volent pas. Alors nous y a pas le choix, faut qu'on fasse avec ça. Oui mais les cons c'est nous, alors ça vole pas. Et nous on subit leurs lois, ils verront pas les dégâts. Parce que les cons c'est sourd, et ça pense qu'à soi. Ça fout le monde dans la merde et ça vit dans la soie. Oui mais les cons c'est nous, alors ça vole pas. Et nous on subit leurs lois, ils verront pas les dégâts. Parce que les cons c'est sourd, et ça pense qu'à soi. Ça fout le monde dans la merde et ça vit dans la soie. Les cons pourris la vie de mes parents, pas que. Je leur ai jamais souhaité de crever salement, quoique. Mon sixième sens me tirait du lit comme un fou, je disais maman. Je vois des gens cons de partout. Maintenant, je les entends à la radio déverser leur haine. Leurs thèmes sont affichés sur leur tête. S'ils volaient, on serait à l'ombre tous les 12 mois. Le je t'en prie laisserait la place au dégage, allez pousse-toi. Ah ouais, faudrait qu'ils volent, y aurait de la place sur terre. Certains repas ne seraient pas faits de galettes à la terre. Au feu les paillons et la peur, elle n'aurait plus à se taire. Les gosses n'auraient plus à jouer avec du plomb ou des pierres. Seulement focalisé sur comment vivre en paix. Et peut-être que pour régner, y aurait plus besoin de diviser. Plus aucun d'eux ne serait armé, ni généraux ni armés. Aucun slogan à scander, aucune bâtisse à brûler. Si les cons tuent la terre, merde dès lors, je ferai comme les Indiens, la danse du météore. J'en vois déjà une pléthore, se multiplie sans effort. Déverse du moi dans le décor. S'ils ne kiffaient pas autant la télé, certaines chaînes au top seraient has-been. Pas un rond en publicité. Je sais, je rêve et les cons ils volent pas. Pour nous y a pas le choix, faut qu'on fasse avec ça. Oui mais les cons c'est nous, alors ça vole pas. Et nous on subit leurs lois, ils verront pas les dégâts. Parce que les cons c'est sourd, et ça pense qu'à soi. Ça fout le monde dans la merde et ça vit dans la soie. Oui mais les cons c'est nous, alors ça vole pas. Et nous on subit leurs lois, ils verront pas les dégâts. Parce que les cons c'est sourd, et ça pense qu'à soi. Ça fout le monde dans la merde et ça vit dans la soie. C'était Ayam dans le magasin central avec les cons. Le magasin central de Pierre Ciankowski, livré à domicile de 19h à 20h. Le magasin central se poursuit. Don Rémini reste avec nous. Don, vous pouvez intervenir à n'importe quel moment. Arthur Larue, votre roman s'appelle Partir en guerre aux éditions Alia. Il se passe à Saint-Pétersbourg, à Pétersbourg. Vous dites, comment on dit exactement ? Saint-Pétersbourg. Mais les Russes, en fait, comme c'est un nom long et qui est d'origine allemande, en fait, les Russes disent Pitié. Pierre, en fait, puisque c'est la ville de Pierre. C'est un peu ma ville aussi. Alors l'action se déroule à Pitié. Vous-même, parlons un peu de vous, Arthur Larue. Vous enseignez le français à Pitié, justement, et vous vivez là-bas. Ce roman Partir en guerre, justement, raconte la vie d'un jeune Français qui vit à Pitié. Alors il y a plein de trucs auxquels je suis pas d'accord. Alors allez, on y va. Premier truc, j'enseigne pas le français, j'enseigne la littérature française dans une université. J'enseigne en français, des étudiants de master et des doctorants. Et mon livre ne raconte pas la vie d'un Français à Saint-Pétersbourg, quoi. Ah bah si, vous êtes Français, vous rencontrez une jeune femme qui s'appelle Esther, on vous prête. Je la quitte. Vous la quittez, mais je m'endors au premier chapitre et je me réveille à l'avant-dernier. Vous avez dit jeu, donc c'est bien vous. C'est bon, on l'a eu. C'est bon. Allez, on arrête. Démasqué, au suivant. Donc vous enseignez les lettres à l'université à Pitié et vous quittez une jeune femme qui s'appelle Esther et on vous prête un appartement, une certaine Tamrika Bambrico, c'est comme ça qu'on l'appelle. Tambrico Bambrico vous prête son appartement et là vous découvrez un groupe d'activistes qui se fait appeler Guerre. Donc je rappelle que Voïna veut dire guerre en russe et vous suivez, vous vous mettez comme on dit dans la roue
de ce groupe d'activistes, Arthur Larue. Comment est-ce que vous avez eu envie de raconter cette histoire? Parce qu'il y a quand même un côté, moi, que j'ai retrouvé un peu la clandestinité dans ce roman. Je trouve que c'est un très beau roman sur la clandestinité et sur comment des groupes marginaux, enfin pas forcément marginaux, mais comment des groupes justement passent à l'action. Il y a vraiment une idée d'action dans ce roman. Comment vous est venue l'idée d'écrire là-dessus? D'abord parce que c'est une aventure extraordinaire qui m'est arrivée. Enfin, je vis en Russie pour ça, pour qu'il m'arrive des trucs. Il m'a toujours semblé qu'un auteur français, je suis jeune, j'ai 28 ans, écrire sur les cafés qu'on prend, sur le roman qu'on est en train d'écrire et sur la fille qu'on quitte, c'est un truc... C'est-à-dire cette littérature un peu germanopratine, comme on dit. Ouais, ou pas, j'en sais rien. Ça m'emmerde, quoi. Ça m'emmerde profondément et ça emmerde beaucoup de gens puisque les gens lisent plus, dit-on. Et donc j'ai pensé en termes de rareté et d'affinité culturelle. Je suis parti pour ça, pour avoir des histoires, quoi. C'est ce que la vieille me dit à un moment, puisqu'on est bien d'accord que c'est moi, même si c'est une projection de moi, c'est pas tout à fait moi. Oui, enfin. La vieille qui vous donne de la bœuf, c'est ça? Ouais, la vieille qui me donne pas de la bœuf, puisque je ne prends pas ce qu'elle me propose, mais en tout cas qui fume de la bœuf et qui en cultive. Elle me dit vous aurez des histoires, donc je les ai rencontrés comme ça, quoi, Voïna, exactement dans les circonstances du livre à peu près, quoi. Sauf que le livre se passe en une nuit et que j'ai vécu pendant 4 mois avec eux. Voilà. Ouais. Pourquoi vous avez choisi de l'écourter comme ça, cette aventure, de la faire résonner sur une seule nuit? Parce que c'était plus intense, il y avait ce côté un petit peu, ce groupe presque éphémère qui se constitue, enfin auquel vous participez. C'était l'idée d'être dans une action vraiment qui serait très délimitée dans le temps? Non, mais je crois aux œuvres littéraires courtes. Je crois beaucoup à ça. J'ai essayé de faire une esthétique du souffle. Ça m'intéressait que le lecteur, après la lecture de mon ouvrage, reste un peu tremblé comme ça devant quelque chose qui lui laisse la dent dure, quoi, quelque chose d'un peu vide et d'un peu, il le laisse sur sa faim, quoi, ou en tout cas dans l'expectative de moins en dire pour dire plus, quoi. Ouais. Je crois beaucoup à ça. Je crois que la littérature française en plus est assez douée pour ça, pour les formes courtes, hein. Je pense à Zadig, à la Princesse de Clèves, à Milady de Patrick Paul Morand, Modiano. Patrick Modiano, alors que j'ai jamais lu, quoi, que j'ai jamais lu. Mais c'est des romans comme de 200 pages, Modiano, non? Si je il y en a des plus courts, il y en a des plus courts, il y en a des 150. Ça peut se lire en 2-3 heures. Voilà. Moi, mon éditeur les caractères auraient pu être plus gros, donc il aurait pu avoir plus de pages. C'est vrai que j'ai eu un peu mal aux yeux en le lisant. C'est vrai? Ouais, c'est chiant. Non, mais c'est vrai. J'ai Augustin Trapenard, quand il a lu le passage de mon texte là sur France Culture, il avait grossi la page. C'est vrai. Il a des problèmes de vue, hein. C'est pour ça essentiellement. Ouais, il passe trop de temps dans la bibliothèque. Ouais, peut-être, ouais. On parlait tout à l'heure de clandestinité. Est-ce que vous avez le sentiment justement que la Russie est un des endroits qui offre ça? Est-ce que vous pensez qu'en Occident on peut plus vraiment trouver ce genre de sensation, le fait de faire des choses dans un endroit où on sent qu'il y a une certaine dangerosité, parce que quand même ce sont des gens qui c'est pas facile, qui risquent quand même pas mal de choses. Ouais. Est-ce que justement cette idée de clandestinité, elle est plus forte en Russie qu'ailleurs actuellement? Mais en Russie, il n'y a pas de recours. Je veux dire par là que, en effet, ces gens-là ont risqué la prison et l'ont eu, puisque ils ont été arrêtés à Moscou, hein, pas comme dans le livre à Saint-Pétersbourg. Hein, j'ai pas assisté du tout à leur arrestation. C'est pas un témoignage, hein, ce bouquin. Non, pas du tout. C'est pas un reportage. Faut le préciser, c'est un roman. Ouais. Je tiens beaucoup à ça, en fait. C'est un peu ronflant de le répéter, comme je tiens beaucoup à ça. Non, mais il faut. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Disons les choses. Ouais, alors en effet, il n'y a pas de recours là-bas, donc il n'y a pas de liberté de parole. Donc un artiste véritable, en tout cas libre, risque sa peau, quoi. Ce qui le rend beaucoup plus, bien sûr, peut-être séduisant et en tout cas peut-être plus fort, quoi. Il n'y a pas de recours, quoi. Donc c'est forcément des mecs qui mettent leur peau sur la table, quoi. Et c'est bien en art de mettre sa peau sur la table, quoi. En même temps, on sent que parmi ces activistes, il y a une certaine fascination pour la prison. Enfin, ils sont en train avant d'aller en prison, ils parlent déjà comment ça va être et tout. Ouais. Enfin, ils s'imaginent la prison avant d'y aller. Donc en fait, c'est un amour du précipice, un peu. Ouais. Alors bon, c'est moi qui l'ai écrit ce bouquin. En fait, ils ont pas dit ça. Quoi. Ils ont pas dit ça. Ce que je veux dire. Donc, maintenant, je peux vous parler de la culture de la prison en Russie, quoi. La Russie a ça de particulier quand même. Ouais, non, c'est la joie nulle part, quoi. Les tatouages. Les forzakonie. Ouais. Vorzakonie. Ouais, les voleurs dans la loi.
Ouais. Non, mais c'était un pays qui, par exemple, pendant l'Union soviétique, même pendant le tsarisme, avait pratiquement un tiers de sa population qui était en tôle. Donc, donc c'est un pays qui a une culture de la tôle qui est énorme, qui est très belle. Et donc, ouais, ça m'a semblé plutôt logique qu'un bonhomme comme Oleg, Vor, le voleur, quoi, comme on l'appelle, soit fasciné par ça. Ouais, ça me semblait plutôt logique. Ouais. Arthur Larue, on vous retrouve dans quelques minutes. On va donner la parole à David Fess pour sa chronique. J'avais le fou rire. Il avait le fou rire. Je te fais rigoler. Ouais, vachement. Je suis là pour te faire taper le cul par terre, mais qu'est-ce que tu veux dire marrant, comment c'est marrant? Dis-moi ce qui est marrant. Dites-nous ce qui est marrant, David. La semaine dernière, nous parlions des problèmes de fichiers stick des rappeurs dévoilés sur Internet. Cette semaine, je vais dévoiler ce qu'on appelle un dossier sur un rappeur. Alors, savez-vous ce qu'on appelle un dossier dans le jargon urbain? Je m'adresse à Dan Rémini et Arthur Larue. Un dossier. Non. Un dos. Oui. Voilà, un dos. Alors déjà, si je dis urbain, c'est parce que... par exemple, avoir un pull comme vous, ça c'est un dossier. Oui, aussi avoir une barbe comme la vôtre, mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors si je dis urbain... Ils se vengent à chaque fois, c'est nul. C'est oui, mais en même temps, faut pas me chercher, mon pote. Si je dis urbain, c'est parce qu'à en croire les victoires de la musique, le rap, au même titre que le R&B ou le slam, est une musique urbaine. Du coup, le rock et la techno sont-ils des musiques rurales? Je sais pas pourquoi, je vous parle de ça. Bon, parlons des dossiers. Donc le dossier. Alors un dossier, c'est quand on a quelque chose sur quelqu'un qu'on ressort un peu comme ça, genre ouais, bah là j'ai un dossier sur toi, un truc qui fait mal. Un fait de gloire pas forcément très reluisant. Alors déjà, je voulais savoir, est-ce que vous connaissez le point commun entre Rick Ross et Drake? Non. Moi j'en ai un, mais ils ont fait des morceaux ensemble. Alors c'est quoi, Ils font du rap. Ils sont noirs. Ouais, bon, ça c'est pas terrible. Alors en fait, les deux traînent un énorme dossier. Rick Ross est un ancien gardien de prison pour mineurs, chose qu'il a réussi à faire oublier avec son flow très Barry White, même s'il assumait ne fut pas facile pour notre ami Rosé. Alors ce genre d'épisode n'est pas super en termes de scriptability, et en parlant d'épisode, Drake lui a tourné pour une série pour ados, s'appelait Degrassi, la nouvelle génération. Degrassi High. Voilà, c'est série canadienne, car Drake est canadien comme Nicolas Guionnet, diffusée dans les années 2000. Sur les années collège en France. C'est diffusé dans les années 2000 sur de nombreuses télés, dont la France, dont France 2, voilà. Alors dans cette série, Drake s'appelle Jimmy Brooks, non. Par contre, si vous voulez faire la chronique un peu, faites-le, mais ça va aller plus vite. Alors par contre, les créateurs ont bien exploité les clichés propres aux noirs, puisqu'ils interprètent un lycéen qui joue dans l'équipe de basket de l'équipe du lycée. Forcément, il est noir, il fait du sport, il fait de la musique. Alors une carrière sportive qui n'est pas sans embûche, puisqu'on peut entendre ici Drake menacer un de ses camarades. No, really, what are you gonna do? Yeah, that's what I thought. Look, save the bully crap for someone who won't fight back. And you better do something about it now, before I do. Alors là, on entend Drake qui invective un camarade de classe pour c'est un certain Spinner. Alors ce dénommé Spinner l'a mal pris, et pour se venger, il décide d'humilier le souffre-douleur du lycée, un certain Rick. D'ailleurs, Rick se sent tellement souillé dans son âme qu'il décide d'apporter un pistolet au lycée. Manque de peau pour Drake, le Spinner avec qui il s'était embrouillé sur le terrain de basket fait courir le bruit que c'est Drake l'auteur. Du coup, Rick, le souffre-douleur, se sent humilié, d'autant plus que dans la série Jimmy Brooks, donc Drake est censé être son ami, et là... Is that real? The whole time you pretended to be my friend. You made me do this. Ce qui est bien, c'est que David Fez pense que tout le monde parle anglais, mais ça c'est pas grave. Alors là, en gros, Drake il dit à son pote, c'est quoi ce que t'as amené? Ouais, c'est un gun, c'est un vrai, ouais, voilà. Et qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas me forcer à le tirer, tu m'as obligé à le faire. Voilà, Drake crie forcément, il vient de se prendre une balle dans le dos. Il finit l'épisode en fauteuil roulant, comme le reste de la série. Alors forcément, Jimmy ne peut plus jouer au basket. Alors les créateurs de la série ont une autre idée géniale en décidant de le mettre au rap, mais en chaise roulante. D'ailleurs, voici un extrait de Drake à ses débuts en tant que rappeur. They're like, please tell us your reality, Jay. We can't fathom how I feel to be forever confined. My mother always told me what to do with my best foot, so to this day you know that it is never behind. Donc voilà, on sent le flow très Eminem, normal à l'époque, c'était lui qui cartonnait puisqu'on était dans les années 2000. Alors depuis, Drake a fait du chemin, un très bon chemin même. Alors moralité, les acteurs d'Hélène et les garçons auraient peut-être pu tenter une chance dans le rap à l'époque. Ils auraient pas forcément fini avec Rick Ross, Lil Wayne ou Rihanna, mais cela leur aurait évité de continuer toute leur vie la série pour continuer à manger des pâtes. Et d'ailleurs, on va écouter le nouveau Drake, enfin le dernier Allez, Drake. Et 2 Chainz dans le magasin central, ça s'appelle No Lie, Cashmere Cat Edit. I say fuck you unless I'm with you. If I take you out of the picture, I know real niggas won't miss you. No lie, no lie, no lie, yeah, yeah. No lie, no lie, no lie, yeah, yeah.
unless I'm with you. If I take you out of the picture, I know real niggas won't miss you. No lie, no lie, no lie, yeah, yeah. No lie, no lie, no lie, yeah, yeah. Real niggas say. C'était Drake et 2 Chainz dans le magasin central avec No Lie, le Cashmere Cat Edit. Le magasin central de Pierre Ciankowski, livré à domicile de 19h à 20h. De retour avec Arthur Larue, Partir en guerre. Arthur Larue, justement la Russie, chez les écrivains français, c'est un territoire qui fascine. On pense à Sylvain Tesson qui parle énormément de la Russie, d'Emmanuel Carrère. Est-ce que c'est un endroit aujourd'hui, est-ce que c'est pour un écrivain, c'est une espèce de Far West aujourd'hui, la Russie? Ouais, sûrement. C'est pas nouveau hein, pour les intellectuels français. Que d'aller en Russie ou d'être fasciné par... Une fascination politique à l'époque quand même. C'était plutôt des intellectuels qui se rendaient là-bas et pour des raisons politiques. Là aujourd'hui, on a le sentiment qu'on parle pas politique, on parle plutôt des gens. Bah, pour Tesson ou pour Carrère, en effet, c'est pas politique, quoique Carrère un petit peu quand même. Un peu. Ouais. Bon, moi c'est pas un livre politique, quoi, mais en effet, il y a forcément des évocations politiques puisque Voïna est un groupe d'artistes terroristes, quoi. Politiques, on pourrait dire ça, quoi. Ouais. Je pense que la Russie a ça de fascinant que il y a un moment là dans mon bouquin où je cite un slogan officiel de la Russie qui est Strana Возможностей, qui veut dire le pays des possibles, quoi. C'est affiché, c'est de l'humour noir, hein, bien sûr, quoi. Mais c'est vrai que c'est le pays des possibles quand même. Tout peut vous arriver en Russie, quoi. À peu près tout est vraiment possible, quoi. En bien ou en mal. Comme par exemple de devenir ministre de la culture de la Mordovie. C'est possible. Tout est possible. On pourrait demain le mettre ministre du Cosmos. Ça serait possible, quoi. Non, mais vraiment, il y a aucun problème en Russie, vraiment. Et les Russes, en fait, comme il n'y a pas de, c'est vraiment une société quand même qui est dans une situation catastrophique. Donc c'est leur façon de se protéger, quoi, intellectuellement. Et ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'ils ont la pratique. D'une société en difficulté, donc c'est une façon de se protéger, quoi. C'est un peuple très cérébral, hein, les Russes, hein, très très cérébral. C'est une belle évocation de la jeunesse aussi, je trouve votre roman. Il y a cette idée comme ça d'insouciance, de gens qui ont envie de faire des choses, qui se posent pas vraiment de questions. Ça m'a rappelé un peu le dernier film d'Olivier Assayas, Après-mai. Un sentiment qu'ils pensent pas à la suite. Et c'est ça qui est chouette. On a le sentiment qu'aujourd'hui, en Occident, on pense à la suite, alors que, à part la prison, ils pensent pas à la suite. Ouais, c'est vrai que ça. Je sais que par exemple, quand la jeunesse en France, par exemple, manifeste pour les retraites, par exemple, c'est un truc qui en Russie paraîtrait tout à fait étonnant, quoi. David Fed est très très retraite, hein, faut pas le dire ça, mais bon. Moi, je suis contre la retraite. Ouais. Bon. Allez, par exemple, non, mais donc en effet, bon, cette jeunesse, moi, je la trouve. Enfin, je veux dire, j'ai 28 ans, mes étudiants ont jusqu'à 23 ans, je la trouve. C'est super difficile. C'est super difficile d'avoir 20 ans en Russie aujourd'hui, quoi. Bon, vous savez, Poutine revient. Bon, rien ne change, quoi. C'est vachement dur, quoi. Donc cette jeunesse qui pense pas au lendemain, elle pense pas au lendemain parce que demain c'est loin. Si je peux me permettre cette petite référence, voilà. Donc non, on peut pas miser sur demain en Russie, quoi. C'est clair, c'est clair. Ouais. Il n'y a pas de. Si je peux finir juste ça. C'est un des trucs les plus choquants, un des trucs qui me choque le plus dans cette jeunesse, c'est qu'elle est très très désespérée, vraiment. C'est vrai. Vraiment, ouais. Mon sentiment, c'est vrai que vos héros sont assez désespérés quand même. Ils ont ce côté un petit peu fataliste. Ils sont très fatalistes. Ouais. Bon, d'abord c'est un peu une esthétique noire mon roman, c'est-à-dire que c'est quand même des mecs qui sont dans un guet-apens, qui vont foncer contre un mur, quoi. Donc oui, ils sont fatalistes. D'abord parce que les Russes sont des fatalistes. Ils répètent toute la journée nous, je te dis, nous que faire, quoi, comme si le truc se faisait tout seul.
Donc c'est c'est leur façon d'être quoi, c'est dans le sang ouais. Il y a le regard du commissaire aussi qui est génial, qui les regarde. Vous avez retourné le miroir et là c'est génial aussi ce mélange de consternation, de mépris. C'est assez incroyable. Ouais, je suis assez content de ce personnage du commissaire. Ouais. Je le trouve. En fait, j'ai ma petite sœur qui a 18 ans et quand je lui ai demandé, je lui ai offert le bouquin à Noël, elle était vachement contente, elle l'a lu et je lui ai dit quel est ton personnage préféré. Elle m'a répondu le flic. Ma sœur n'est, enfin, n'est pas flicomane quoi, mais concours de la police, super. Ouais, non, mais voilà, l'ambiance. Jennifer Larue bientôt, tous les Navarro. Voiture bleue. non, mais j'ai trouvé ça marrant comme point de vue quoi. J'étais content d'entendre ça. Et est-ce que ça représente aussi le regard qu'ont certains Russes justement sur ces jeunes, cette consternation, le regard de Russes un peu conservateurs. Comment ils sont vus parce que finalement, c'est la seule personne un peu de l'extérieur qui les juge dans votre roman. Le commissaire. Ouais. Comment sont vus les Russes conservateurs en Russie? Non, surtout ces jeunes là. Comment sont vus Voïna? Les héros de votre. Ils sont plutôt mal vus en fait. Ouais. Ils sont mal vus parce qu'ils choquent, parce qu'ils sont plutôt dégueulasses quand même. En fait, ils font quand même des trucs plutôt dégueulasses. Il y a une des participantes de Voïna qui s'introduit un poulet dans le vagin. C'est pas des choses qui. Ça fait pas l'unanimité ce genre d'action. Ouais. Et encore une fois, s'il est cuit, ça peut aller, mais bon. Ouais, mais là il est pas cuit quoi. Il est cru. Il est pas cuit. C'est encore plus dégueulasse s'il est cuit, non? non. C'est mieux. Ah ouais, j'en sais rien en fait. J'ai jamais réfléchi à cette nuance quoi. Non, ils sont plutôt mal vus parce qu'ils choquent. Mais cela dit, le phallus géant de 65 mètres de haut plaît assez unanimement. C'est quelque chose qui plaît aux Russes. Ouais. Ça fait du bien en fait. Ça a fait du bien. C'est important quand vous avez affaire à une dictature aussi sévère que celle de Poutine. C'est important de temps en temps en fait d'entendre des gens qui leur disent mais va te faire foutre quoi. Ils ont fait une action il y a pas longtemps, Voïna, qui est vachement bien avec des ballons où ils avaient mis au-dessus d'une station de métro. Ils avaient marqué Poutine Zaïeba, Poutine tu nous fais chier en ballon. Et c'était vachement beau quoi. Et ça fait du bien de l'entendre en fait parce que l'autre il est assis et il croit que tout roule. Que tout roule, que tout le monde ferme sa gueule. Ouais. Merci Arthur Larue d'avoir été dans le magasin central. Votre roman s'appelle Partir en guerre. Il est édité chez Alia. Don Rémini, je rappelle la sortie de FOMO, Fear of Missing Out, et vos deux dates, 16 février au Gala de Lycéenne à Brest et 23 février au D-Club de Lausanne. Vous pouvez écouter cette émission sur www.lemove.com. On se retrouve la semaine prochaine de 19h à 20h. Cette émission a été réalisée par Nicolas Depagraf et Gilles Gaillard. Tout de suite, on retrouve Akhenaton avec son émission Tu le sais. Ciao.